En 30 années, l'aviation a passé de la période d'expérience à celle de l'utilisation pratique, que ce soit tourisme, commerce, appât de géants, et leur relie les continents. Septembre 1914, Paris se trouve sous la pression des troupes allemandes et à la portée de ses zeppelins et de ses taubes. Sous l'impulsion du général Gallieni, il est décidé la création d'un champ d'aviation au nord de la capitale, le long de la route des Flandres. Le 9 octobre 1914, une escadrille de 6 appareils est installée aux abords de la petite ville du Bourget. À la fin de cette guerre, on a de nombreux pilotes, des industriels, qui n'ont qu'une envie, c'est de continuer à faire voler ces avions, et donc pour cela, de transporter du courrier et éventuellement des passagers. Le transport aérien démarre effectivement en 1919 avec un nombre de lignes donc très limité au démarrage, puisque c'est surtout Londres. Ensuite, il va se développer sur la Méditerranée, sur les pays du Nord et les pays d'Europe centrale. En fait, on va avoir environ 17 lignes au milieu des années 20. Nous sommes ici devant le Farman Goliath, qui est l'avion emblématique de 1919 à la fin des années 20. C'est un bombardier, et Farman va le transformer pour montrer que son appareil est tout à fait capable de transporter une douzaine de passagers. Il fait très froid dans ces appareils, on part en mitouflé, évidemment, il y a un bruit terrible, il y a une odeur d'huile de ricin, il faut vraiment avoir envie de voyager. Parce qu'il faut bien penser que ces avions volent très bas, ils volent dans les turbulences. D'ailleurs, on donne au passager qui va à Londres, on lui donne un petit fascicule avec une carte, avec la voie de chemin de fer, et il peut suivre le trajet en regardant la voie de chemin de fer. Au démarrage des compagnies, les installations du Bourget sont très réduites. On a une petite aérogare, un petit bâtiment en bois. En fait, les passagers sont traités à Paris. On les pèse parce que ces avions sont évidemment très très sensibles à l'emport de passagers et surtout à la répartition des poids. Et on les emmène avec un bus, une berline, sur l'aéroport, où là, ils seront mis directement dans l'avion. En 1919, on va voir fleurir un certain nombre de compagnies. Vous avez Farman, qui bientôt va transformer sa société en Société Générale de Transport Aérien. Vous avez la Compagnie des Messageries Aériennes, la Sidna, la franco-roumaine, qui devient la Sidna, est basée au Bourget. Air Union, c'est des parts du Bourget. Et Air Orient sera créé aussi au Bourget. Le ministre de l'Air, Pierre Cotte, décide en 1932 d'imposer aux entreprises de transport aérien une fusion. La loi est signée en décembre 1932 et la nouvelle compagnie, qui prend le nom d'Air France, est constituée en 1933. Il fallut attendre plus d'1 an encore pour que Coste et Bellonte réalisent enfin la première liaison Europe-États-Unis. Coste prit place avec Bellonte à bord du point d'interrogation qui portait sur son fuselage la longue liste de ses records.
Après la Grande Guerre, Exploits Aérocorps Aériens s'exportent des champs d'aviation de Viry-Châtillon, de Buc, de Villacoublay jusqu'au Bourget. On est dans une époque vraiment de progrès. On se retrouve avec des moteurs beaucoup plus fiables, qui ont un rayon d'action infini par rapport à ce qu'ils avaient quelques années auparavant. Automatiquement, les pilotes, tous ces gens pleins d'allant vont avoir envie de faire des records. On croit au développement de l'aviation, beaucoup de gens vont se lancer. Le monde entier se passionne pour les courses au record de distance toujours plus audacieux. Le Bourget voit ainsi décoller et atterrir nombre de prétendants à l'exploit. Le 8 mai 1927, Charles Nagesser et François Colly arrachent leur biplan Levasseur chargé de 4000 litres de carburant avec l'objectif de rallier New York. La personnalité des deux hommes, héros de la Grande Guerre et la force de l'enjeu, la première tentative de traverser l'Atlantique est-ouest sans escale, attise l'intérêt des médias et du public. Leur arrivée, annoncée prématurément puis démentie, renforce le mystère toujours présent de la disparition de l'oiseau blanc. Deux semaines plus tard, Charles Lindbergh réalise la première liaison directe New York-Paris après plus de 33 heures de vol en solitaire à bord de son Spirit of Saint-Louis. Prévenu de la tentative, plus de 150 000 personnes se ruent au Bourget pour l'accueillir triomphalement. 22h20, Lindbergh atterrit enfin. La marée humaine submerge le service d'ordre. Il s'en faut de peu pour que son appareil, assailli par la multitude, ne se retrouve dépecé par les amateurs de souvenirs. Après la tragédie de l'oiseau blanc, parce que c'en est une, il est certain que les Français ont envie de prendre leur revanche. Il y a eu un magnifique succès américain avec l'arrivée de Lindbergh qui reste quelque chose de formidable. 3 ans après, Coste et Bellont vont partir pour une navigation qui ne va pas être de tourpeau. Parce que pour contrer les vents, on sait que le vol va être beaucoup plus compliqué. Il faut quand même être courageux pour y aller et avoir bien préparé son vol. C'est ce qu'a fait Dieudonné Coste. C'est assez calme au début, les vents sont favorables, tout se passe assez bien jusqu'à rencontrer une énorme masse nuageuse qui comprennent très vite qu'ils ne vont pas pouvoir contourner. Impossible de dévier vers le sud, impossible de dévier vers le nord. C'est trop grand, c'est trop large. Ça descend jusqu'à l'eau, c'est trop bas. Ils vont tenir le coup et on va les attendre comme il se doit, vraiment comme des héros. La foule est en délire. On a réussi à rejoindre ces deux grandes villes dans les deux sens. C'est une grande affaire, c'est une magnifique traversée. L'évocation de cette époque des grands raids ne saurait être complète sans citer Codos, Rossi, Lebris, Mermoz, mais aussi Maryse Bastier et Maryse Hills. Ils ont tous contribué à écrire le nom du Bourget, désormais indissociable de celui de Paris, dans les pages les plus mémorables de l'histoire de l'aviation. L'aéroport du Bourget va être doté d'installations nouvelles qui en feront la plus vaste et la mieux outillée des bases aériennes commerciales du monde. Le prodigieux développement du trafic aérien nécessite la nouvelle construction de l'aérogare de la région parisienne. Commencée il y a moins d'1 an, les travaux se poursuivent à une cadence rapide. L'immense édifice pourra être mis en service au printemps prochain. L'acte fondateur de la construction du Bourget, c'est le lancement d'un grand concours d'architecture à l'initiative du ministre de l'Air, Pierre Cotte, en 1935. Concours d'architecture qui va être ouvert à un certain nombre d'agences d'architecture. 22 projets seront rendus, qui sera remporté par Georges Labro, Grand Prix de Rome, donc il va réaliser l'aérogare monumentale du Bourget, aérogare qui sera inaugurée par Albert Lebrun, le président de la République, et par Pierre Cotte, peu avant la fin de l'exposition internationale de 1937 à Paris. L'idée, dans ces années 30, c'est de passer du statut d'une infrastructure qui n'est pas encore bien définie, qui est construite à partir de hangars, de bâtiments éparses, et donc de passer de ce statut effectivement provisoire, éphémère, à un statut d'infrastructure institutionnalisée, architecturée. Et le Bourget s'inscrit dans ce contexte au même titre que Tempelhof à Berlin ou l'aéroport de LaGuardia à New York. En
1923, l'aérogare du Bourget a reçu ou envoyé 6700 avions. 12 ans plus tard, le trafic était de 16 000 appareils avec 7 fois plus de passagers et 64 fois plus de fret postal. Donc l'aéroport, c'est à la fois une infrastructure qui va permettre d'accueillir le trafic, d'accueillir les passagers, de faire circuler les aéronefs toujours plus nombreux, mais aussi de montrer, de matérialiser ce transport à venir par effectivement l'édification d'un grand bâtiment et d'un terrain à sa mesure. On est dans ce contexte, effectivement, d'une esthétique aéroportuaire qui naît, qui correspond effectivement à l'édification des premiers grands aéroports internationaux. Mais on cherche cette esthétique et on cherche des références ferroviaires, si on pense par exemple aux blasons des villes européennes qui vont orner la façade, ou une esthétique maritime, effectivement, avec par exemple la tour qui va s'édifier comme un phare, ou avec ce style streamline qui va ponctuer la définition de l'aérogare. L'aéroport du Bourget, l'un des plus modernes d'Europe, constitue non seulement l'une des escales les plus importantes des routes aériennes transcontinentales et mondiales, mais aussi la plaque tournante du réseau aérien de la métropole. Tel le cœur, organe central du mécanisme artériel, le Bourget alimente régulièrement les lignes aériennes qui s'étendent sur tout le territoire français. C'est le Bourget, où une foule s'est rassemblée pour accueillir cette poignée de Français qui préférèrent aux joies de la patrie la pérennité de la patrie. La proximité du Bourget avec la capitale, l'engouement des médias pour l'aviation et les exploits de ses héros suscitent auprès du grand public un vif intérêt pour le site dès le milieu des années 20. Une décennie plus tard, l'organisation de Fêtes de l'air, grandiose démonstration du génie aéronautique de la France aux forts accents patriotiques, la nouvelle aérogare et ses terrasses ouvertes aux spectateurs, confèrent à l'ensemble aéroportuaire un caractère éminemment populaire. On s'y presse en famille pour suivre les évolutions des pilotes et de leurs machines, fierté d'une nation pionnière de l'aviation. En marge de son activité commerciale, l'aéroport devient un haut lieu de la promotion des ailes françaises, civiles ou militaires. À la fin des années 30, le Bourget tient lieu de décor à d'autres événements qui, tout aussi empreints d'enthousiasme populaire, inscrivent son nom dans les pages de la grande histoire, comme ce certain 1er octobre 1938. Sur l'aérodrome du Bourget, une foule immense s'est massée pour apporter l'hommage inoubliable du peuple de Paris au président Daladier. Quand l'avion se pose sur l'aire d'atterrissage, les acclamations jaillissent de toutes parts. Le service d'ordre arrive à grand-peine à frayer un passage au président du Conseil, qui gagne sa voiture et rejoint Paris. Et sur tous les visages se lit la même joie, le même bonheur d'avoir vu les peuples vaincre la guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est sur les pistes du Bourget, encore en partie détruites, que se pose dès avril 1945 une noria de Dakotas américains. Plusieurs milliers de prisonniers de guerre et déportés seront rapatriés de cette Europe enfin libre. À peine quelques semaines plus tard, une foule imposante se presse sur les terrasses de l'aérogare pour assister au retour triomphal de l'escadrille Normandie-Niemen. Frappés de l'étoile rouge et de la croix de Lorraine, les Yak-3, offerts par Staline aux pilotes français pour leur héroïsme, étirent fièrement leurs ailes sur le tarmac. Dans l'immédiat après-guerre, c'est toujours au Bourget que la République accueille ses hôtes de marque. Porte d'entrée de Paris, vitrine de la France, l'aérogare reconstruite se veut être le lieu où les invités prestigieux sont reçus avec les fastes et les honneurs dus à leur rang. Combien de chefs d'État, d'hommes politiques de tout continent ou de célébrités ont atterri sur ces pistes lors de visites officielles ou de représentations dans la capitale. Bien qu'intimement lié à l'aventure aéronautique, le Bourget marque par ses faits son empreinte dans les pages de notre histoire. À l'heure actuelle, le Bourget a une vocation européenne et africaine. Ses installations techniques en font l'aérogare la plus rapide d'Europe.
Jonché de décombres à la suite des bombardements alliés préparant la libération de la France, l'aéroport du Bourget reprend vie peu à peu. L'heure est au déblaiement, à la reconstruction et à la modernisation des installations. Les pistes sont rallongées et renforcées, l'activité commerciale reprend progressivement. Quelques années plus tard, les compagnies aériennes commencent à déserter le Bourget pour s'installer à Orly, nouvellement créé au sud de Paris. La disparition programmée du trafic commercial sur la plateforme exige une mutation de l'aéroport dans l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires s'est développée à partir du début des années 60. Et puis par la suite, Marcel Dassault, qui a eu l'intuition du développement de l'aviation d'affaires, a créé un centre Falcon ici en 1967. Et cette initiative de développement du Bourget a contrecarré les velléités de fermer cette plateforme au moment où Orly prenait son essor. Les perspectives du Bourget sont à mon sens excellentes dans la mesure où cette plateforme est en train de devenir un lieu d'excellence mondiale pour tous les métiers de l'aviation d'affaires. Nous avons ici toutes les compétences pour aménager, pour réparer, pour changer les configurations d'avions, ce qui fait que n'importe quel propriétaire d'aviation d'affaires dans le monde peut trouver au Bourget les services qu'il ne peut trouver que dans 2 ou 3 autres endroits au maximum. Aujourd'hui, avec 55 000 mouvements par an, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Bourget est le premier aéroport d'affaires d'Europe. En marge de cette activité d'aviation d'affaires, le Salon international de l'aéronautique s'installe au Bourget dès 1953. Il se développe jusqu'à devenir la première manifestation professionnelle du secteur au monde. Véritable événement rassemblant les plus grands acteurs de l'aéronautique, le salon a dès ses débuts exploité les infrastructures de l'aéroport et proposé au public des démonstrations en vol dignes des plus grands shows aériens. Avec plus de 300 000 visiteurs lors de sa dernière édition, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est un moment phare dans la vie du Bourget. Le Bourget, c'est aussi la mémoire de l'aviation. Il est totalement logique que le musée de l'air soit au Bourget. Sur un terrain historiquement aussi célèbre, quoi de mieux que le plus grand musée du monde, pratiquement. Il faut savoir que quand même, ce musée a des collections somptueuses qui sont unique au monde, particulièrement des débuts de l'aviation, puisque, bien entendu, les Français et les étrangers qui ont participé à ce développement sont venus en France. Presque tout s'est passé autour de nous. On a 400 avions, plus de 1000 moteurs, des collections absolument formidables de toutes sortes. Et il y a aussi ici, en dehors de ces collections extraordinaires, le fait que vous êtes, en tant que visiteur, vous êtes sur un vrai terrain et vous en profitez. Vous pouvez aller dehors et vous pouvez marcher, monter dans le 747, monter dans des Concordes. Et c'est vrai qu'il y a une vraie légitimité pour un musée comme celui-là, de cette nature, à être installé sur des terres aussi célèbres, sur un terrain aussi célèbre. Ce musée est un musée familial, un musée populaire pour que tous les gens puissent suivre cette histoire qui continue à passionner les foules. Le Bourget, c'est l'un des premiers aéroports dans le monde. Le concept d'aéroport s'est implanté là-bas. C'est le plus proche du centre de la capitale. C'est un lieu populaire extrêmement connu. Il y a des foules extraordinaires pour le Salon du Bourget, mais il y a eu des foules extraordinaires tout le temps. Dans les premiers vols, dans l'accueil des chefs d'État, au moment des grands records, l'arrivée de Lindbergh a été un moment très fort. Ce qui est extraordinaire dans cet aéroport, c'est qu'à la fois, il a traversé quasiment toute l'histoire de l'aviation, bien sûr pas les prémices, il est né en 1914, mais de 1914 à nos jours, c'est beaucoup. Il a été en permanence actif, il est encore vivant et même un aéroport absolument majeur de l'aviation d'affaires, et en plus, il commence une nouvelle étape de sa carrière en entamant une étape industrielle avec une entreprise majeure qui est Airbus Hélicoptère. Et donc je crois qu'on peut dire que pendant, au fond, presque toute sa carrière d'aéroport, et encore aujourd'hui avec le Salon, le Bourget a symbolisé la France, a symbolisé Paris et a symbolisé cette époque tout à fait extraordinaire où les dimensions du globe ont changé grâce à nos aviateurs.